Vous avez l'impression que si je vous demandais de partir, là, maintenant, vous pourriez éventuellement le faire? Je pense que si j'ai une notion de... si j'ai besoin de savoir quelque chose, je peux tenter. Par exemple, là, on s'approche de midi, on peut avoir faim, on pourrait se dire, tiens, on peut avoir besoin de quelque chose à la boulangerie. À la boulangerie? Ouais. Et par exemple, vous voulez essayer avoir quoi? Je sais pas. Aller à la boulangerie, voir si vous voyez quelque chose d'intéressant qu'on puisse éventuellement... Qu'on puisse manger, d'accord. Voir, ouais. Ou s'il y a quelqu'un, ou des gens, ou je sais pas. S'il y a des gens, oui, on peut vérifier s'il y a des gens, ouais. Alors... Ou peu importe, à la boulangerie, ce qui se passe. Faudra aller vérifier après. Qu'est-ce qu'on pourrait voir à la boulangerie qui pourrait être intéressant et qui ne fluctuera pas trop entre le temps. Alors. Nicolas ne savait pas que nous l'inviterions à projeter sa conscience dans la boulangerie. Nous avons demandé à un complice d'être présent sur les lieux. À notre signal, ce dernier prendra des photos pour voir si la vision de Nicolas correspond bien à la réalité. Ça me tire l'œil, je sais pas pourquoi. Alors, c'est difficile à trouver un élément qui soit pertinent, parce que bon, cette boulangerie, je la connais, donc du coup, il y avait 3 personnes à l'intérieur, mais voilà, après là, ils seront déjà partis peut-être. Il y avait donc au niveau de l'entrée du laboratoire, de la cuisine avec le four à pain, il y avait en travers du passage une caisse jaune à pain qui devait être autre comme ça, mais couchée sur le côté, avec, enfin pas vraiment totalement par terre, il y avait une espèce de seau blanc peut-être, ou quelque chose de blanc en dessous. Hormis ça, quoi dire d'autre? Il y avait la vendeuse qui était là, que je connais, donc est-ce que c'est une vision à distance ou est-ce que c'est quelque chose dont je me souviens, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elle avait une encre de bateau au niveau de sa boucle d'oreille. C'est quelque chose que j'avais pas vu avant chez elle, donc peut-être ça a vérifié. Mais un tatouage ou bien... Non, une sorte de... je sais pas, je dirais comme une grosse boucle d'oreille, comme un bouton, mais avec avec une encre de bateau. Oui, voilà. Cette expérience ne constitue pas une preuve scientifique. Il est toutefois troublant de savoir que Nicolas ne pouvait pas connaître les boucles d'oreilles de la vendeuse, car cette dernière nous a affirmé qu'elle venait de les acquérir. La véritable démarche scientifique, pour nous, c'est d'aller essayer de vérifier cette réalité, de pouvoir trancher une fois définitivement entre une hypothèse hallucinatoire qui est défendue par la majorité des représentants des neurosciences actuellement, et puis une hypothèse qui mettrait en jeu une capacité encore inconnue de la conscience. En Belgique, des neurologues étudient le phénomène de mort imminente sous un angle différent. Ici, avec l'équipe à l'Université de Liège, on essaye de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau après un coma. Donc, dans ce cadre-là, je pense que les expériences de mort imminente sont malheureusement... ils ont très longtemps pas été assez pris au sérieux par la communauté scientifique médicale, alors que je pense que c'est une voie extraordinaire pour mieux comprendre les différentes dimensions de ces états altérés de conscience. Est-ce que vous avez eu ce sentiment de tout comprendre sur vous, sur l'univers, le sens de la vie? Oui, j'avais l'impression d'être fondu dans quelque chose de différent, oui. Est-ce que vous avez vu ou vous êtes senti entouré par une lumière brillante?
C'était une lumière pâle au départ, un peu vaporeuse, Ouais. et puis elle s'est ouverte et elle est devenue très très éclairante, mais tout en n'étant pas aveuglante non plus, enfin. Ok. Et en plus, il y avait un questionnement qui venait aussi. Est-ce que tu es prêt à passer de l'autre côté? Est-ce que tu as fait quelque chose de bien dans ta vie, avec comme un examen de conscience, enfin, qui se passait très gentiment, sans aucune idée de punition, rien du tout. Enfin, simplement, c'était dans la logique. D'accord. Ce questionnaire en usage depuis 1983 est appelé échelle de Grayson. Incroyable. 32 questions qui permettent d'établir si un sujet a vraiment vécu une expérience de mort imminente. Cela vous revient via des mots? Non, pas du tout. Pas du tout. La clé, je crois, c'est d'obtenir le plus de gens possible, des gens qui veulent exprimer ce qu'ils ont vécu dans tous les détails, d'avoir une analyse du récit qui est objective et aussi qui peut être quantifiable, de pouvoir trouver ce que les gens racontent, de pouvoir bâtir une échelle qui sera plus riche, qui reprendra plus de détails, et ensuite d'aller explorer les corrélats cérébraux qui pourraient être liés aux différentes dimensions de ces expériences-là. Je vais m'assieds comme ça, en face de vous. Vous allez mettre des bigoudis comme ça? Donc ici, ça c'est le casque électroencéphalogramme, donc qui contient 256 électrodes. Chacune de ces électrodes va enregistrer l'activité électrique de vos neurones, d'accord? Pendant que vous êtes au repos. Donc je vais mettre le casque. On va retrouver des neurones, vous croyez? Il y en a toujours. Corréler chaque étape du phénomène de mort imminente avec une zone spécifique du cerveau. Voilà ce qui intéresse les neurologues. Ça fait iguane un peu. Comme ça. Donc on va y aller. Je me souviens de ce qui m'est arrivé, encore comme si ça venait de m'arriver, quoi. Après 36 ans, c'est quand même incroyable aussi, enfin, ça. C'est un accident de plongée qui a provoqué l'expérience de mort imminente de M. Herman. Fermez bien les yeux. À un moment donné, j'ai manqué d'air. C'est-à-dire que ma bouteille commençait à se vider et j'ai commencé à suffoquer. Et j'ai commencé à prendre des tasses. Et j'ai commencé à me dire, je vais me noyer si on ne me sauve pas. J'ai lutté longtemps, je me souviens très bien que j'ai lutté pour essayer d'avoir encore de l'air. Il ne venait plus. J'ai bu de l'eau pour finir, j'ai commencé à me remplir, j'ai commencé à me noyer vraiment. Et à partir du moment où j'ai dans mon esprit, je pense que c'est dans mon esprit, c'est pas une décision que j'ai prise, mais c'est une acceptation qui s'est faite. Je me suis dit, ben oui, tout le monde doit y passer un jour. Aujourd'hui, c'est pour moi. C'est ce moment-là. Je me noie en Bretagne. Eh bien, là, tout a commencé à ce moment-là. À partir du moment où j'ai eu cette acceptation, si vous voulez, de mourir, dans notre esprit, c'est ça, quoi. Hein. Quand on se noie, on se dit, bon, ben, il n'y a plus rien à faire. Et je me suis senti beaucoup plus à l'aise quand je n'ai plus lutté. Et alors, à ce moment-là, j'ai senti que je partais. J'ai été comme sucé hors de mon corps physique. Je ne sais pas vous décrire mieux. C'est vraiment une impression de succion totale. Et alors, j'ai filé à toute vitesse dans un couloir noir, mais noir. Mais alors, j'allais très très vite. Et j'entendais autour de moi des bruits de voix qui chuchotaient. Qui disait des choses. Mais je ne comprenais pas ce qu'il disait. Je ne comprenais pas. Et tout au bout, il y avait une grande clarté qui n'était pas du tout effrayante, qui n'était pas aveuglante non plus, et qui semblait me dire sans la parole. Comment est-ce que je peux dire ce langage-là? C'est un langage qui est inclus en vous directement, comme de la télépathie, si vous voulez. Donc ce sont des ondes qui passent et qui vous disent « viens vers moi ». Et à un moment donné, il y a eu une limite à franchir. Et là, j'ai senti que si je franchissais cette limite, il n'y avait plus de retour possible, quoi. L'examen de M. Herman vise à mesurer le métabolisme de son cerveau. Les couleurs représentent les différents niveaux de sa consommation en énergie. Les analyses de sujets ayant vécu une expérience de mort imminente sont ensuite comparées à celles de sujets dits normaux. C'est à ce jour la seule manière de procéder, car il est impossible de faire passer ce type d'examen à une personne en train de vivre une expérience de mort imminente. Stephen Lorays en a dressé une cartographie cérébrale.
l'expérience de quitter son corps et un dysfonctionnement, là, du côté droit du cerveau. La présence, sentir la présence d'un autre, c'est de l'autre côté. La sensation de bien-être qu'on entend aussi très souvent, l'absence de douleur, c'est une région ici, d'ailleurs qu'on a bien étudiée dans nos études sur l'hypnose, l'état hypnotique. La notion de voir le tunnel, la lumière centrale est une région là, derrière dans le cerveau. Voir le film de sa vie, une région qu'on dit temporale, une autre région près de l'hippocampe qui est très important pour la mémoire. Et donc là, on va vraiment tester cette hypothèse que différentes dimensions de l'expérience de mort imminente peuvent être corrélées avec un dysfonctionnement, une activité cérébrale spécifique. En 2001, le cardiologue hollandais Pim van Lommel remet en question l'approche des neurosciences. Il émet une hypothèse qui lui vaut un article remarqué dans la revue scientifique The Lancet. Son postulat, la conscience n'est pas produite par le cerveau. On a un faisceau d'observations assez conséquentes qui pourrait très bien être expliqué par un autre modèle de la conscience, à savoir que la conscience serait de nature non locale, c'est-à-dire qu'elle ne serait pas liée à un point de l'espace et du temps, que la conscience serait partout, mais qu'en fait le cerveau fonctionnerait un petit peu à la manière d'un récepteur, une sorte d'interface qui nous permettrait de faire l'expérience de la conscience dans le corps. Pour moi, vous êtes votre cerveau. Et donc, la problématique philosophique, comme elle était présentée avec une pensée dualiste, qui a la conscience, l'âme et le cerveau, et puis une pensée plus moniste et plus, qui est la mienne, physicaliste, on va essayer de comprendre ces propriétés physiques de ce cerveau, qui est vrai, est très compliqué. Il y a centaines de milliards de neurones, des millions de milliards de connexions, et tout ça dans une soupe de neurotransmetteurs où on est loin d'avoir tout compris, mais quand même, il faut admettre que ces dernières années, grâce à ces nouvelles technologies, on a fait quand même des grands progrès. Je n'ai pas du tout la prétention de dire que j'ai raison, mais au moins on essaye de confronter nos hypothèses avec des mesures et d'avancer.